Et c'est après 6 minutes, et oui, je vous le dis pas, 6 minutes de temps additionnel que monsieur, monsieur le Texier a, attendez, j'ai mal écrit son nom, le Texier a mis fin à la rencontre. Point. Voilà, parce que faut quand même le dire, monsieur le Texier a quand même réussi un truc énorme. Je crois que c'est la première fois que ça arrive, de pouvoir arriver à faire des arrêts de jeu très longs en première mi-temps et des arrêts de jeu en deuxième mi-temps. Alors salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oui, j'étais en train de vous proposer justement ce magnifique article que je vais vous proposer. D'ailleurs, je vais vous faire ping et ping publié. Donc le débriefing arrivera peut-être dans une demi-heure à peu près. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé en tout cas une bonne journée. On se retrouve donc du côté... Ah mais là j'ai pas mis... Oh bah, résumé du match. Gestion par... Oh, on va mettre résumé du match. On va pas chercher midi à 14h. Donc, pour revenir à ce que je disais, donc Paris a... Donc on va bien sûr comme à chaque fois faire le résumé de la rencontre. On ira ensuite voir la prestation globale des Monégasques. On ira ensuite voir la prestation du Paris Saint-Germain, pour terminer bien évidemment avec les tops et les flops, comme à chaque fois avec les deux équipes. On va commencer comme à chaque fois avec le résumé de la rencontre. Et finalement, eh bien, le match a démarré très rapidement, hein, comme dimanche, avec un Neymar qui déborde le côté gauche et qui donne pour Di Maria et Mbappé. Malheureusement, cela n'a pas de jeu, puisque malheureusement, aucun des deux ne récupère le ballon. Monaco va réagir, et suite un centre gauche d'Enrich, et sur la tête de Ben Yedder, eh bien, Keylor Navas détourne. Monaco va accentuer sa domination par Ben Yedder qui fait reculer la défense parisienne et qui frappe. Ça atterrit justement dans le petit filet. En réalité, Di Maria va faire donner un peu de peps avec notamment Kylian Mbappé qui donne dans l'axe, mais Neymar ni Icardi arrivent à couper le ballon. Et à Proudhon, il n'y a que 7 minutes de jeu et nous avons déjà 6 occasions. Le rythme va un peu se calmer et Paris va commencer à prendre le jeu à son compte en se créant de nombreuses occasions. Neymar qui sort une magère, ça ne passe pas. Et c'est finalement Mbappé qui transperce sur un service de Di Maria, tout simplement marque son premier but contre Monaco. La S Monaco va tenter de réagir et c'est John Martins qui tente une frappe et c'est repoussé par Keylor Navas. Ça va de l'autre côté avec Neymar qui dégaine un ballon prodigieux pour Mbappé qui voit sa frappe détournée par Benjamin Lecomte. Avant la mi-temps, Camigli va toucher Levin Kurzawa qui le fait chuter. Neymar le transforme. 2-0. La seconde mi-temps démarre un peu sur les mêmes bases. Même si Paris est plus en gestion, Monaco a des difficultés. Icardi récupère un ballon et une frappe croisée, ça passe à côté. Mbappé profite à ce moment-là d'un ballon pour finir seul contre le portier monégasque, mais finalement ça ne fonctionne pas. Monaco va réagir avec Jason Martins, mais finalement ça ne marche pas puisqu'il se fait tasser Kevin Kurzawa, mais Thiago Silva qui repousse sur Henrich. Au final, le ballon revient sur Monaco qui tente une frappe, mais c'est détourné en corner. Paris commence d'ailleurs à ce moment-là à devenir très fébrile. S'il y a un hors-jeu sur Keita Baldé, on remarque notamment la vilaine faute de Kipembe sur Wissam Ben Yedder. Finalement, eh bien, Sarabia et Verratti vont rentrer. Sarabia, sur un service de Verratti, va marquer le troisième but. Monaco, eh bien, réduira le score avec Timo et Bakayoko sur une mauvaise sortie de Keylor Navas. Ça réveillera le Paris Saint-Germain et Mbappé marquera suite à une passe de Neymar. Et c'est donc après 6 minutes de temps additionnel, comme je l'ai dit tout à l'heure, que monsieur Le Texier mettra fin à la rencontre. A mis la rencontre, oui, bien évidemment, c'est bien. Alors justement, qu'est-ce qu'on peut dire de cette rencontre concrètement? Eh bien, on va commencer comme à chaque fois avec... Alors, on va parler un petit peu des actions quand même, des buts parisiens, parce que quand même, faut quand même en parler. Euh, alors, le premier but parisien, moi, de mon point de vue, alors, on parlait d'un hors-jeu, il n'y a pas hors-jeu, hein, c'est clair. Mais moi, de mon point de vue, il y a faute sur le joueur monégasque. Pour moi, il y a une vilaine faute. Après, on peut toujours dire quelque chose, mais je trouve que il aurait dû, pour ainsi dire, analyser cette faute que je trouve, de mon point de vue, un petit peu je peux dire, je trouve le penalty très sévère. Voilà, je le dis penalty. On va revenir sur le penalty après. La faute, je trouve que voilà, on n'a pas du tout regardé. Je trouvais ça un peu bizarre. Parce que tu regardes le hors-jeu il est visible à 3 mètres. Même si, voilà, je trouve qu'il n'y a pas hors-jeu du tout. Voilà. Le deuxième but, moi de mon point de vue,
je trouve aussi qu'il est généreux. C'est-à-dire que tu as quand même Levin Kurzawa qui va s'empaler sur Camille Glick. C'est-à-dire que le gars, Camille Glick, il est devant. Et à un moment donné, il va pas se pousser. Hein. À un moment donné, c'est lui qui lui rentre dedans. Et au final, alors on me dit que c'est une obstruction. Non. Parce qu'une obstruction, je suis désolé, une obstruction, ça aurait été, il passe le défenseur et au final, il se fait bloquer. Mais le truc, c'est que j'ai l'impression que Kevin Kurzawa, il essaie de passer sur un côté, il essaie un petit peu de passer sur un. Oui, il est là, par exemple, Camille Glick. Voilà, je fais très mal le Camille Glick. Et au final, il essaierait de passer, et là, il se mettrait plus sur un côté, alors que là, Camille Glick reste devant, il est comme ça, et lui, il rentre comme ça. Donc, moi, de mon point de vue, c'est plutôt Kurzawa qui rentre dans Camille Glick. Et donc, à partir de ce moment-là, à un moment donné, ça rentre quand même un petit peu étonnant. Voilà, après la vilaine faute de. Bon, après, il y a une histoire de hors-jeu, donc on peut rien dire. Voilà un petit peu ce qui s'est passé. Donc, on va pas commencer littéralement avec la prestation globale monégasque. Moi, je trouve que la prestation monégasque est très. Voilà. C'était moins bien. C'était moins bien que le match du dimanche, c'est clair. Mais il y a quand même eu des belles choses. Voilà, on va pas non plus tout jeter. J'ai trouvé qu'il y avait des belles choses. Il y a notamment eu beaucoup d'intensité, des occasions, parce que Monaco a quand même s'est créé quand même, alors plus en deuxième mi-temps, mais même en première mi-temps, hein, Monaco s'est quand même créé 2, 3, 4 occasions. Et la différence, je pense, entre le Monaco de dimanche et le Monaco de mercredi, donc d'aujourd'hui, c'est que le Monaco de mercredi, ce Monaco d'aujourd'hui, on va prendre les mots clairement, a peut-être, pour moi, été moins en réussite que pouvait l'être le Monaco de dimanche. C'est-à-dire quand Mbappé marque, eh bien tu as notamment une deuxième mi-temps, tu as notamment une réaction rapide de Monaco qui fait qu'ils égalisent. Alors que là, il y a une réaction, d'ailleurs c'est ce qu'il y a eu, hein, il y a une réaction monégasque, et à ce moment-là, la réaction monégasque ne t'entraîne pas de but. Et je pense que c'est l'une des raisons pour laquelle Monaco a plus de difficultés, surtout que, faut pas se mentir, mais après, on peut pas considérer que ce qui s'est passé en première mi-temps, Monaco, ils reviennent avec 2-0, pour moi, s'il y a 3 ou 4-0, c'est pareil. Monaco a eu des grosses difficultés, et ça a été une réalité. Mais ils se sont créés des occasions, ils se sont créés des opportunités extrêmement judicieuses, et je pense que du côté de l'ASM, on peut quand même être fier de ces deux matchs. C'est quand même un match qui offre quand même de belles perspectives pour l'avenir. Alors après, bien évidemment, il va falloir continuer à travailler dessus. Mais c'est quand même bien, c'est quand même de bon augure quand on sait que voilà, c'est pas contre Paris que Monaco va. Monaco quand même prend 1 point sur 6, alors c'est pas grand chose, mais Monaco va quand même être, de mon point de vue, une des forces quand même assez étonnantes. Ça joue bien du côté de Monaco, ça se crée des occasions, et face à des petites équipes, Monaco peut faire mal, et contre des équipes qui auront le même niveau, parce que je suis désolé, hein, mais vous prenez l'OM, l'OM et Monaco, je trouve que l'OM et Monaco est, d'un point de vue offensif, je parle, hein, est quand même beaucoup plus supérieur que l'OM. L'OL a le niveau de Monaco, on va dire, à le niveau de Monaco offensivement, mais c'est plutôt défensivement que ça pose problème. Donc moi je pense que s'ils sont, ils sont en Europa League, voire en Ligue des Champions, ce serait pas une surprise parce que je trouve Monaco pas trop mal. Ils se créent des occasions, la seule différence c'est qu'il faudrait vraiment un rock, même si Kamé Glick revient bien, hein, je trouve que Glick, il a quand même fait des belles choses, mais tu sens quand même que Maripane, c'est compliqué pour lui. C'est compliqué, il n'a pas le petit peps qu'il faut. Mais après, on voit notamment que Monaco, cette année, a eu du mal, hein. Clairement, c'était très compliqué pour lui. Alors après, on peut imaginer aussi ce qu'on appelle le WrestleMania Moment, c'est-à-dire qu'ils se sont dit, tiens, ça va être un match, on va tout donner. Mais après, le deuxième match, après, on déterminait le fait de savoir si le match retour, match aller, est-ce que le Paris Saint-Germain allait pouvoir se qualifier. On peut imaginer qu'il y a eu quand même eu 4-1 au match aller et qu'il y a eu 3 partout au match retour. Clairement, le Monaco a fait un bon match retour, mais qui s'est planté au match aller. Voilà, Paris aurait été qualifié si Monaco, enfin si ça avait été Dortmund, voilà, ça aurait été ainsi. Mais c'est encore une fois, c'est des motifs d'enseignement. Et justement, on va parler un petit peu du Paris Saint-Germain. Alors, le Paris Saint-Germain. Pour moi, le Paris Saint-Germain a fait un bien meilleur match. De toute façon, c'était la grande interrogation. Est-ce que Thomas Tuchel allait tout simplement modifier son système au vu des problèmes qui avaient eu lieu dimanche? Il faut quand même le dire, les 4 de devant,
qui n'avaient pas justement le rendement, etc., etc. Eh bien, offensivement, on a toujours dit, c'est ce système, pour moi, le Paris Saint-Germain va empiler les buts au fond. Mais le souci de ce système, c'est que bah, l'équipe est fébrile. Et on l'a vu notamment en deuxième mi-temps, quand les quatre ont commencé à moins faire les efforts défensifs, ce qui notamment a été vu, eh bien, le Paris Saint-Germain a commencé à être fébrile, a commencé à se créer des occasions. Après, moi, le gros problème de cette équipe parisienne dans la composition d'équipe de ce qui a été proposé, c'est que si le PSG, dans les ballons en profondeur, dans les ballons qui vont très vite, ce PSG-là va à chaque fois se retrouver en difficulté. C'est-à-dire qu'au moment, ils ont un, alors ça peut-être un saut de déconcentration, peut-être pour quelque chose, mais on l'a vu notamment sur juste après que Mbappé marque, eh bien tu as à un moment donné Gelson, tu as une perte de balle parisienne et à ce moment-là il se retrouve en difficulté. C'est le problème de cette équipe parisienne, c'est qu'elle a ces moments d'absence et le problème c'est que face à Dortmund ou face à d'autres équipes, ça va se payer cash. Ça va se payer cash et ça s'est vu encore. Bon, le deuxième but était plus tard, mais le troisième but, on l'a vu. Il y a eu but de. Alors, attendez, le but de qui déjà? C'est le but de Sarabia. Qu'est-ce qu'ils font? Bah, tout de suite, ils se mettent en difficulté, ils sont fébriles. Cette équipe-là, justement, doit avoir plus de consistance. Alors, bien évidemment, il y a le relâchement physique, parce que voilà, mais ça manque cru. Voilà, l'équipe aurait dû être beaucoup plus dans le rentre-dedans et pas laisser Monaco aller dans le truc. Parce que là, c'est voilà, c'est de la gestion. Alors ça, ils sont dans la gestion parce que voilà, ils pensent qu'à 2-0, ils peuvent gérer. Non, il faut que le PSG soit toujours solide. Et justement, les efforts défensifs, ils doivent être faits tout le temps. Je prends un exemple concret. Vous prenez par exemple, d'ailleurs, Thomas Tuchel a un peu réfléchi, il a pu trouver justement une stratégie qui permet notamment aux joueurs de pouvoir justement utiliser ce 4-4-2. Parce que qu'est-ce qui se passe en général? Euh, Quand vous avez Monaco qui commençait à partir, il y avait un des joueurs sur les côtés, donc Neymar ou donc Di Maria, qui revenait dans l'axe et qui empêchait justement la possibilité. Il y avait aussi des latéraux qui montaient moins. On voyait notamment un Kurzawa qui montait beaucoup moins, surtout en première mi-temps. Il a monté une fois, bon, il a fait penalty, mais Dagba, par exemple, moi j'ai trouvé que par exemple que Dagba à un moment donné a commencé un petit peu à moins monter, notamment en deuxième mi-temps. Donc il y a eu aussi un problème de gestion qui a été fait par rapport à ça. Mais cette équipe, pour moi, de mon point de vue, quand va y avoir ça va être dans la grosse verticalité, quand ça va vraiment péter fort, de mon point de vue, cette équipe parisienne va avoir des difficultés. C'est sûr et certain. Alors certes, c'était pas l'équipe qui jouera contre Dortmund parce il a manqué Marquinhos, il a manqué Thomas Meunier, même si Dagba a fait un bon match, hein. Il manquait Bernat, il manquait notamment pas mal de joueurs. Il y avait aussi un petit turnover avec notamment Tanguy Kouassi qui a remplacé Marco Verratti. Mais moi, je pense que cette équipe, elle a, moi, je pense que ce 4-4-2, il va falloir peut-être le réajuster encore. Je dis pas qu'il est, pour moi, ils ont pratiquement tout ce qu'il faut. Mais s'il n'y a pas un effort de chacun à chaque fois, Paris va prendre l'eau tout de suite. C'est sûr et certain. C'est moi, je pense que cette équipe manque pas forcément de maîtrise parce qu'elle a une belle maîtrise, mais il faut que tout le monde fasse les efforts. Et notamment, ça passe par exemple à un mec comme Mauro Icardi qui ne défend pas du tout. Mbappé qui ne défend pas du tout. T'as deux joueurs qui ne défendent pas. Neymar et Di Maria le font, mais l'autre côté, ça ne le fait pas. Après, le système du 4-3-3, 4-4-2 passant en 4-3-3 ou 4-3-3 passant en 4-4-2, ça peut passer. Mais je pense que cette équipe parisienne doit encore travailler ce système pour le rendre encore plus performant. Il y a des choses à faire dans ce système. Franchement, ils ont un système que je trouve qui est très intéressant, qui en termes de travail est vraiment bien parce que tu vois les 4 de devant ils sont très bons, les ballons qu'a envoyé Di Maria étaient plutôt bons, Neymar est exceptionnel, Mbappé j'en parle même pas, il n'y a que Icardi qui a été en dessous. Et je pense d'ailleurs que peut-être que le problème, et c'est pour ça d'ailleurs que Leonardo veut pas lâcher Cavani, c'est que je trouve que depuis quelques temps, Icardi, enfin ça fait quand même 2-3 matchs, Icardi il est un peu en train de faire une baisse de régime. On l'a vu, il a s'est créé une seule occasion, et le truc, c'est qu'il touche très peu de ballons, Mauro Icardi. Et je pense que là, ça va poser un problème. Je pense que Mauro Icardi commence petit à petit aussi à avoir des difficultés, ce qui est normal, hein. Il traverse peut-être un passage à vide. C'est l'un des rares, un des quatre à avoir ce passage à vide.
Là, il est en train de le vivre. Et je pense que c'est peut-être. Bon, après, c'est mois de janvier. Mais là, il va jouer contre. Là, je pense que c'est Cavani qui va jouer contre Lorient. À un moment donné, bah, contre Lorient, bah, lui, voilà. Après, il y aura le match, un tel. Moi, je pense que du côté de Icardi, là, il va falloir remettre les boules. Surtout que, on le sait, Icardi touche assez peu de ballons. Mais le peu de ballons qu'il touche, il peut marquer des buts. Mais cette équipe, pour moi, elle doit faire preuve d'un impact défensif continu. Ils peuvent pas dire à un moment donné, oh bah non, on va ça. Par contre, ça va beaucoup jouer sur le foncier et sur le physique. Si le PSG n'est pas capable de gérer le physique, le PSG va couler. Ça, c'est sûr et certain. Mais les ballons dans la verticalité, c'est vraiment un poison du côté du PSG. À chaque fois que le PSG, boum, c'est parti, le PSG a été coupé en deux direct. Notamment, il y a une image, moi je me souviens, c'est un ballon qui est parti. Alors certes, il y a eu une perte de balle de Thiago Silva à ce moment-là, mais tu as le milieu de terrain qui essaie de revenir. Tu as les 4 joueurs qui sont là, donc qui reviennent progressivement. Le milieu de terrain qui revient, et tu as les 4 de devant qui attendent. Alors certes, il y a une grande confiance, mais ils auraient dû revenir. Ils auraient dû. Voilà. Ça aussi, c'est des choses qu'il va falloir travailler parce que là, c'est quand même assez problématique. Alors, d'un point de vue des tops et des flops maintenant. Moi, j'ai trouvé que au niveau des tops, on va commencer avec Monaco, pas de Benjamin Lecomte, bien évidemment. Wissam Ben Yedder, que j'ai adoré, encore une fois, j'ai trouvé que c'était très bien. Jason Martin, il a été un peu moins bon. Je trouvais qu'il avait été un peu moins intéressant dans ce match. Parce que, bien évidemment, je l'ai trouvé moins intéressant dans le sens où je l'ai trouvé voilà, très bien muselé, notamment par un mec comme Dagba. Enfin, c'est pas Dagba. C'est pas Dagba, c'est le Kurzawa. Voilà, Kurzawa, j'ai trouvé très intéressant. J'ai trouvé aussi que, notamment du côté du PSG, on va commencer par en parler, un mec comme Bakayoko, j'ai trouvé plus éteint. Parce que Bakayoko, justement, je l'ai trouvé que bah, il a été plus pris. C'est-à-dire, quand il récupérait les ballons, il avait plus un pressing sur lui. C'est aussi le fait aussi d'avoir des matchs aller-retour. C'est qu'au final, bah, tu apprends un peu de l'équipe adverse, c'est logique. Après, pour ce qui s'agit plutôt des flops du côté de Monaco, bah, je vais mettre un peu tout le monde. C'est-à-dire que j'ai trouvé que Jetson Martins a été pas très bon. Il s'est créé des occasions, mais sans plus. Je crois que Henrich et notamment le deuxième qui est sur le côté gauche, que j'ai oublié son nom et je m'en excuse. Maripane, ça a été compliqué. Glick, je l'ai trouvé intéressant. Je trouve qu'il y a quelque chose de pas mal. Au niveau du milieu de terrain, je l'ai déjà dit, Fabregas, moi, clairement, il a été en dessous. Voilà. Golovin, ça a été compliqué pour lui. Je trouvais que Keita Baldé, n'importe quoi. Keita Baldé, oui, qu'est-ce que je raconte j'ai Nabil Keita, oui, le joueur de Liverpool. Bien sûr, il est à Monaco. Keita Baldé, je trouvais que Keita Baldé, il a ce quelque chose, mais quand il a été bien muselé, et c'est pour ça que ça a été compliqué. Maintenant, on va passer du côté du PSG. Le seul flop que j'ai envie de mettre, alors, on peut en mettre deux, mais comme il a fait du bon boulot, on va le oublier un peu. Voilà, c'est la sortie de Navas, mais ça arrive. Au niveau des flops, surtout, c'est Icardi. Icardi que j'ai trouvé, encore une fois, extrêmement brouillon. Je trouve que moi, j'ai quand même du mal à comprendre le jeu d'Icardi. Alors, je peux comprendre que Icardi, il a un jeu très renard de surface, etc., etc. Mais le souci, c'est que je trouve. Alors, tu vas me dire, oui, mais bon, voilà. Mais je trouve que Mbappé prend beaucoup de ballons et empêche Icardi de marquer. C'est notamment le problème de ce système, c'est que tu as les deux donc, qui jouent, mais tu as Mbappé qui part beaucoup dans la profondeur, ce qui permet notamment à Mbappé de pouvoir trouver, notamment les buts qu'il met, bah, c'est des ballons surtout dans la profondeur, et notamment le quatrième but, bah, tu vois, c'est un ballon en profondeur, mais le truc c'est que Icardi est un joueur qui ne peut pas partir dans la profondeur, c'est un joueur, il faut que tu lui mettes dans les pieds pour qu'il les coupe, et notamment ça passe sur les côtés, et notamment en deuxième mi-temps, on a vu Icardi beaucoup moins parce que bah, tu as les joueurs qui partent beaucoup sur les côtés. Et le truc, c'est que c'est le problème de Mauro Icardi. C'est que je pense que, alors je sais pas qu'est-ce qu'ils vont prendre, c'est que ils ont, et Neymar ou tous les autres joueurs, Di Maria ou autres, auront plus tendance à jouer avec Mbappé parce que Mbappé peut partir de loin, ce que Icardi peut pas faire. Et je pense que c'est ça le principal défaut de Icardi, et c'est pour ça qu'il part dans les flops, parce que clairement, il est obligé d'être un peu statique, il est obligé de se positionner, les défenseurs ont plus de facilité à le maîtriser, chose que Mbappé pas, parce que Mbappé il est un peu imprévisible, et c'est justement ça sa force. Voilà.
Bon, Neymar en top, clairement, vous avez compris pourquoi. Di Maria, j'adore. D'ailleurs, je trouve le système Di Maria, quand ils reviennent, je trouve que c'est très très bien parce que ça permet notamment la récupération du ballon et notamment ça empêche, donc ça casse ça fait un gros pressing et les pertes de balles sont quand même pas mal. Et pour récupérer du côté du Paris Saint-Germain. Au niveau des flops, je voulais mettre aussi Monsieur Le Texier parce que clairement, je veux bien qu'on me dise que le Paris Saint-Germain, que ça prend du temps la VAR, mais 6, 7, 8 minutes, ça commence à faire long. Voilà. Je voulais quand même citer aussi quelqu'un comme Colin Dagba, que j'ai bien aimé. Je trouvais qu'il était très intéressant. Je trouvais que, à n'en pas douter, j'ai trouvé que par exemple Colin Dagba, je trouvais très intéressant. Je trouvais que Kwasi était pas mal. Hein. Kwasi, Gay était bon. Honnêtement, j'ai trouvé Gay très bon. Plus dans son rôle d'accélérateur de jeu. Franchement, c'était bien. Voilà, moi je suis très content de ce PSG là parce que je trouve que c'est un PSG qui peut avoir des belles choses du côté de Dortmund, mais je suis aussi content pour Monaco parce que je trouve que c'est des motifs d'espoir. Ça permettra notamment à Monaco de pouvoir se réajuster, de pouvoir faire des choses pas mal dans les semaines et jours qui vont venir. Voilà. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Vous avez bien évidemment regardé sur le site, bien sûr, sur le blog, tous les articles qui ont été proposés. Alors demain, vous allez recevoir les articles NXT et AEW qui vont vous être proposés en résumé rapide, comme à chaque fois. Oui, il n'y a pas eu de résumé détaillé parce qu'en fait, s'il s'est passé un truc, c'est que j'étais en train d'écrire et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une bourde. Et en fait, tout le truc est passé, donc j'ai fait, voilà, c'est bon. J'étais un peu saoulé hier, donc j'ai pas très envie de réécrire. Donc je vous ai fait un débrief rapide, qui sont d'ailleurs sur la chaîne, vous allez regarder. En tout cas, moi je vous souhaite une bonne soirée, bonne nuit, parce que je vais aller m'endormir, il est quand même 23h20. Mes bisous tout le monde, et on se retrouve bien évidemment. Alors, il n'y aura sans doute pas de Coupe de France ce week-end, on va pas déconner. Il y a un match dimanche, je crois, mais on va attendre pour voir si je peux vous le regarder. En tout cas, merci à vous tous, gros bisous tout le monde, et je promets, hein, il n'y a pas que le PSG que je regarde. Il y a d'autres équipes, malheureusement, les autres équipes, vous savez, c'est dur de pouvoir se regarder tous. Allez, ciao tout le monde.